Bonjour et bienvenue au Design Spot, le centre design de l'Université Paris-Saclay. Et merci de nous rejoindre pour cette table ronde autour d'un dialogue inattendu, improbable, autour des textiles archéologiques. Alors bien évidemment, c'est en lien avec la magnifique exposition qui se tient jusqu'à la fin de ce mois, mais qui pourra trouver des prolongements dans d'autres endroits. Alors ce n'est pas le lieu et ni le moment ici de vous présenter cette exposition, d'en présenter le contenu. Vous avez beaucoup mieux à faire de vous rendre à l'ENS Paris-Saclay où cette exposition se tient, et ça vous offrira l'occasion de découvrir par la même occasion cet établissement et son magnifique atrium qui a été dessiné par l'architecte Renzo Piano. Non, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de remonter le temps, peut-être pas aussi loin que celui de ces textiles archéologiques, non, le temps de la genèse de ce projet d'exposition, vous expliquer comment on en est venu à organiser cette exposition, avec qui. Eh bien, nous allons le faire avec les différents protagonistes d'horizons très divers qui ont été impliqués dans cette aventure et qui par la même occasion pourront témoigner de l'intérêt du dialogue entre science et design. C'est un dialogue, Dieu merci, qui existe depuis maintenant un certain temps, qui se poursuit, qui a déjà montré tout son intérêt, mais nous allons voir dans quelle mesure ce travail autour des textiles archéologiques a ouvert de nouvelles perspectives, y compris du point de vue de la mise en valeur du travail de médiation des connaissances scientifiques, notamment dans la perspective muséographique dans le cadre d'expositions. Alors j'ai dit les protagonistes, c'est une erreur de français. En principe, dans une histoire, il n'y a qu'un protagoniste. Mais là, j'ai du mal à départager qui d'entre Vincent Créance, directeur du Design Spot, et Loïc Bertrand, chercheur au laboratoire PPSM, vous nous dévoilerez le mystère qui entoure ces 4 lettres, mais au commencement de l'histoire dont on va parler, il y a une rencontre entre vous deux en 2019, vous me corrigerez, dans un café. Alors, que s'est-il passé ce jour-là, Vincent Créance? La rencontre dans ce café près d'Enfer n'était pas tout à fait fortuite. On avait eu quand même une entrée en relation épistolaire par mail précédemment, mais il est vrai que ça s'est fait de cette façon. Peut-être que cette façon d'ailleurs un peu décontractée a donné le ton dès le départ sur l'ensemble du projet. Moi, le souvenir que j'ai gardé de cette rencontre, c'est un intérêt réciproque sur des questions qui pouvaient être pas forcément si évidentes que ça. D'un côté, j'avais en face de moi, un peu intimidé, Loïc Bertrand, qui l'était tout autant que vous, il nous l'expliquera. Féru d'archéologie, moi plutôt homme de design, donc orienté vers le futur, et je me demandais bien comment on allait pouvoir essayer de rassembler cette orientation vers le futur d'un côté avec une orientation vers le passé de l'autre. Et en fait, dans la discussion qui s'est engagée, il est apparu, je crois réciproquement, qu'il y avait justement des points de rencontre qui pouvaient être extrêmement intéressants. Et c'était une discussion un petit peu théorique, mais nous étions convenus à ce moment-là qu'il y avait un intérêt probablement très fort à réfléchir, mettre en œuvre un projet de recherche qui pouvait s'appuyer sur des connaissances passées, parfois un peu oubliées, ou qu'on redécouvrait, pour les projeter dans un présent ou voire même dans un futur. Et ça, je crois qu'il y a eu un terrain d'entente très rapidement sur ce sujet. Il restait quand même, malgré tout, à trouver un angle d'attaque bien précis, suffisamment précis, je dirais, pour qu'on puisse lancer les opérations. Ça a pris un petit peu de temps, et puis le Covid est passé par-dessus. Alors à ce moment-là, on imagine qu'il n'était pas encore question d'organiser une exposition. L'exposition a été conçue pour donner à voir les résultats de tout ce processus de dialogue. Mais alors, version de Loïc Bertrand, qui par la même occasion est invité à lever le mystère autour de ces 4 lettres PPSM. Oui, donc effectivement, je ne peux pas nier qu'on a commencé autour d'un café.
En fait, moi, ça faisait plus d'une vingtaine d'années que je travaillais sur des questions de matériaux du patrimoine, matériaux de l'archéologie, matériaux de l'art et matériaux de la paléontologie, avec, je dirais, à la fois un volet de compréhension de ces matériaux, en particulier de matériaux très complexes, on y reviendra, j'imagine, tout à l'heure, mais également du développement de méthodes et de méthodologies pour les étudier. Et puis, alors il se trouve qu'en 2019, quand on s'est rencontré avec Vincent, c'était avant que je ne rejoigne l'école normale supérieure, que j'ai rejoint en fait en 2020. Mais on se posait, enfin je me posais de plus en plus la question, à travers différentes voies d'entrée, effectivement des futurs ou de la capacité de se projeter dans l'avenir à partir de ce qu'on savait sur les matériaux archéologiques. Et pour nous, ça comportait à la fois un volet de développement de nouveaux matériaux, qu'a souligné Vincent, sur des thématiques, ou de nouveaux procédés, qu'on avait appelé à l'époque avec des chercheurs du MIT paléo-inspiration. Donc, comment réemployer des approches utilisées dans le passé pour aller vers l'avenir. Un peu, entre parenthèses, un peu en référence au biomimétisme. Complètement, voilà. Sur des questions effectivement tout à fait parallèles, avec néanmoins d'autres contraintes, d'autres sources d'inspiration autour de ces questions-là. Et puis, autre volet sur lequel on était très intéressé, c'était toutes les questions du numérique qui, en archéologie ou paléontologie ou histoire de l'art, deviennent tout aussi importantes que dans les autres champs disciplinaires. Et donc, en particulier, avec ces données massives que l'on génère, les questions de mise en valeur de ces données, de partage au sein d'une équipe de recherche, mais aussi au musée, vers les publics. Donc, tout un tas de nouvelles questions qui nous apparaissaient, qui vont du coup de la formation jusqu'à la scénographie, la muséographie, et qui soulevaient du coup la question des outils, des approches, pour lesquelles on avait besoin de se tourner vers des équipes qui pouvaient justement bouger les lignes avec nous autour de ces réflexions. Alors, comme vous ne l'avez pas fait, je précise que le laboratoire dont vous êtes le chercheur est donc le laboratoire de photophysique et photochimie supramoléculaire. Vous avez vu que je m'accroche à ma feuille. Et macromoléculaire, PPSM, un laboratoire mixte ENS Paris-Saclay et CNRS. Voilà. Donc c'est un laboratoire, c'est le laboratoire de chimie en fait de l'ENS, de l'École normale supérieure Paris-Saclay, et qui a la particularité de travailler beaucoup sur la question de la couleur en fait et des propriétés optiques de molécules, de matériaux. Et donc c'était effectivement un endroit où on comprend qu'il y a des résonances avec les questions artistiques, mais aussi on verra avec les questions archéologiques, et où ma recherche s'insère depuis. Tout à fait. Alors, en vous entendant tous les deux, on comprend d'emblée l'intérêt de ce dialogue inattendu, improbable, et on se demande mais pourquoi il n'a pas eu lieu bien avant. Et ce qui vous a, semble-t-il, motivé à aller plus loin, à prendre le sujet à bras-le-corps, c'est des circonstances plutôt favorables, notamment en la personne de votre voisine Clémence Iaconi, qui était chercheur également donc dans ce laboratoire et qui se trouve être, mais je vous laisse Clémence en dire davantage, en train de faire une thèse sur justement la manière d'interpréter des textiles archéologiques, et y compris la manière de les valoriser dans une démarche de médiation. C'est bien ça? Oui, alors c'est bien ça. Enfin, je travaille sur les textiles archéologiques minéralisés, et puis c'est des objets qu'on ne voit pas, voire pas du tout, en musée. Donc il y avait tout un volet de ma thèse qui est consacré justement à ces questions de représentation et médiation. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'est venue la collaboration avec des designers. Alors, on reviendra vers vous parce que vous avez été très impliqué dans l'accompagnement des élèves designers et puis dans la conception de l'exposition. Eh bien, j'ai lâché le mot élève designer parce que tout l'intérêt de ce dialogue, c'était justement de le créer à travers des travaux proposés ou une démarche proposée à des élèves designers, pardon. Mais vous êtes naturellement, ça s'est passé comme ça, Vincent, tourné vers l'ENSI, l'atelier. Alors, quand Clémence est arrivée avec ce projet, ça a été en quelque sorte l'élément déclencheur. Moi, j'ai eu le sentiment qu'on avait quelque chose en main qui pouvait vraiment maintenant intéresser une école de design en tant qu'établissement, mais surtout aussi vis-à-vis de ses étudiants, et avec une démarche pédagogique qui pouvait être intéressante. Et
je me suis tourné, je dirais, quasiment naturellement vers l'ENSI, les ateliers, en leur demandant si ils étaient joueurs également dans cette opération. Alors, je ne veux pas parler à la place de l'ENSI, les ateliers, mais moi, ce que j'ai ressenti de mon côté, c'était vraiment une forme quasiment d'enthousiasme. Tout à fait honnêtement, je m'y attendais pas non plus forcément, parce que c'est quand même des projets assez pointus qui s'appuient sur des savoirs anciens, des technologies qui sont aussi extrêmement pointues. Voilà, j'étais un petit peu dans l'expectative, tout à fait honnêtement, mais encore une fois, l'ENSI me semblait être le meilleur établissement pour traiter d'un sujet comme celui-ci. Et puis après, moi je pense que c'est plutôt à l'ENSI de s'exprimer, parce que c'est eux qui ont accueilli le projet et qui ont su, comment dire, motiver des élèves designers à travailler sur ce programme. Alors, il sera intéressant d'entendre Loïc aussi nous expliquer en quoi cette collaboration avec une école de design était intéressante pour le chercheur qu'il est, mais sans plus tarder, entendons l'ENSI, l'atelier, incarné ici par vous, Elena Tosi-Brandi. Et donc, j'essaie d'imaginer la scène. Loïc et Vincent ont toqué, sont venus vous voir ou ont décroché leur smartphone, comme on dit aujourd'hui. Comment ça s'est passé et comment vous avez accueilli leur proposition inattendue, improbable? En fait, à l'ENSI des ateliers, il y a 6 ateliers de projet, de base. Et, il peut y en avoir plus chaque année en fonction des partenariats et des projets, mais on va dire que il y a 6 ateliers qui se positionnent sur des sujets qui sont présentés à l'ensemble des designers enseignants. Donc chaque atelier est dirigé par 2 designers qui donnent une coloration propre à l'atelier avec une vision en fait de la pédagogie, du design qui est différente en fonction de chaque atelier. Donc je le souligne parce qu'un autre atelier avec 2 designers différents que moi et François Zambour, avec qui on travaille, avec qui je dirige l'atelier. Et qui d'ailleurs a été partie prenante de l'aventure dont on parle. Oui, François donc je vais spécifier. Donc d'autres personnes auraient peut-être orienté les choses différemment. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, lorsqu'on nous a proposé des projets avec François, en fait, François Zambour, on a décidé de prendre le défi, parce qu'en fait, notre atelier s'appelle Design et Recherche. Voilà. C'est pas un hasard. Voilà. En fait, moi, j'ai rejoint François, d'ailleurs, puisqu'on parle du dialogue entre sciences et design, j'ai rejoint l'atelier de François et les Clémentine Chambois à l'époque, vers 2014-15, avec un projet de thèse. Donc voilà, moi, je viens justement dans cette expérimentation d'articulation entre sciences et design. Dans mon approche, dans ma thèse, c'était plutôt les philosophies de la perception et de la cognition. Et cette thèse, je l'ai amenée à l'ENSI et via l'EPSL, le HESS, les institutions ensemble. Donc avec François et Clémentine, déjà à l'époque, ils avaient orienté l'atelier sur ce sujet-là parce qu'ils avaient accueilli d'autres projets de sciences, notamment les sciences au départ de la physique par Julien Bobrov, qui est un autre chercheur ici. De l'ENS, avec qui ils ont commencé à faire des projets, et par la suite, moi, j'ai continué avec François à faire des projets avec lui, où effectivement, on a inventé avec lui des manières en fait de faire dialoguer la science et le design, ce qui n'est pas évident, notamment dans les sciences dures. Et après, ça nous a ouvert aussi d'autres pistes de dialogue avec la philosophie de la perception. Par exemple, on a travaillé sur l'ombre, comment en fait on perçoit l'ombre, le monde en fait en 3D. En réalité, l'ombre fait partie par exemple de notre perception des volumes et de l'espace, ou alors de l'intelligence végétale. Qu'est-ce que ça veut dire pour une plante avoir une intelligence? Donc on a travaillé avec un philosophe sur ce sujet-là, et voilà. Donc on a toujours articulé ce dialogue. Donc alors on comprend donc que vous étiez tout à fait prédisposé. Totalement, voilà. Déjà. Sauf que, et Loïc pourra aussi témoigner, sauf que là, il s'agissait d'incarner, d'illustrer ce dialogue design-recherche à travers ces objets
curieux pour le béotien que je suis, que sont ces textiles archéologiques. Mais alors, en fait, nous, on fait très confiance, on fait beaucoup de confiance à nos élèves. Ah oui. En fait, c'est la condition sine qua non de dire on arrive, on travaille avec le sujet et on est sûr que ils vont produire quelque chose. Donc, c'est déjà une question de confiance. Voilà. Après, c'est une question aussi d'élaboration avec les chercheurs. C'est extrêmement important, ça c'est une condition sine qua non de ce genre de projet, c'est qu'en fait les chercheurs doivent être impliqués à 100% sur le projet. Donc Loïc et Clémence le savent très bien, en fait on les a sollicités énormément, ils sont venus très très souvent travailler avec nous, et le travail de François et de moi-même a été déjà dans un premier temps d'élaborer le sujet, de le classer, de faire un peu de le tri avec notre imaginaire et nos compétences de design. On a tout de suite mis le focus sur la question de la médiation, parce que ça, une chose très importante dans le dialogue science-design, c'est que le design ne se substitue pas aux scientifiques. Il n'est pas là pour apporter des nouvelles recherches, quoique ça peut arriver, parce qu'apparemment sur l'ombre, le philosophe qui est Roberto Casati, avec qui on a travaillé, il a trouvé des questions de connaissances dans des projets, donc ça arrive aussi. Donc le côté épistémologique qui peut être aussi adressé dans ce sens-là, mais en général, le design intervient comme forme de médiation, avec toute son étendue, qui va de la médiation qui peut être l'expérience la plus, esthétique, en tirant le cursus jusqu'à des projets qui sont beaucoup plus didactiques ou symboliques, etc. Donc, ce travail-là, il a été fait en amont, et voilà. Vous êtes tout à fait convaincant, hein, quant à votre intérêt pour ce dialogue. Sauf que, qu'en est-il des premiers intéressés dont on a ici une représentante, Marion, en la personne de Marion Dubois, qu'on va entendre. Je veux parler, bien sûr, des élèves designers. Et là, j'ai envie de me retourner de nouveau vers Vincent, parce qu'il y a eu un moment où il a bien fallu les interpeller, leur proposer. Et là, j'ai cru comprendre, me souvenir, Vincent, qu'il y a eu des sueurs froides, parce que le pari n'était pas gagné. Et il fallait les convaincre, ces élèves, sauf que... Oui, mais on avait une arme fatale. Pardon. On avait une arme fatale. Non, on avait... plus sérieusement, je crois que le travail de présentation du projet devant les élèves designers a été réellement déterminant. 2021, oui, a été réellement déterminant. Et là, ce travail de présentation, il a été fait en présence donc de Loïc et de Clémence, qui ont su, je crois... alors, deux choses. Je crois d'abord expliquer trois choses. D'abord expliquer assez clairement de quoi il s'agissait, qui ont su montrer qu'ils seraient présents. Je crois aussi. Les étudiants ont dû se dire mais oui, ils vont pas nous lâcher en cours de route. Ils ont l'air passionnés. Et qui ont donc su également, lorsqu'ils ont présenté, passionner un peu. En tout cas, moi, quand j'étais là, dans la salle, et si je me reprojetais des années et des décennies en arrière, et je me suis dit, putain, j'y aurais été, quoi. Et le résultat, c'est donc 23 élèves designers présents qui assistent à cette présentation et qui signent tous à l'issue de la présentation. Ah non, Elena, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est encore mieux. En fait, pour compléter ce que dit Vincent, c'est encore mieux. C'est-à-dire que les élèves, en fait, au début avant le début du semestre, ils ont l'offre pédagogique et donc c'est eux qui se positionnent sur les sujets. Que donc avec François, on réécrit dans un langage ancien, avec la pédagogie et les attentes, etc. et le contenu, etc. Et ils se positionnent. Donc il y avait une vraie demande une vraie demande. Et là, les raisons sont multiples, mais je voudrais me focaliser sur une. C'est que dans l'école, justement, c'est une école de design, on peut trouver toutes les démarches du design les plus traditionnelles, de la fabrication, de l'objet, avec qui adresse la question de l'usage, de la fonction, de la forme, des formes plus classiques et traditionnelles de conception et de fabrication. Et puis les élèves sont aussi intéressés à explorer de nouvelles formes de design qui embrassent tous les formats et les médias. Et ces genres de projets, c'est exactement ça. Donc, dans le parcours de l'ENSI, souvent, ils sont intéressés sur ces projets-là parce que ce sont des projets expérimentaux dans lesquels ils peuvent contribuer sur leurs compétences, mais dans des formats totalement différents.
Et donc au final, 23 élèves designers impliqués pour 18 projets, certains fonctionnant en duo. Alors Loïc et puis Clémence, comment vous y êtes-vous pris pour convaincre? Et c'est l'occasion de réentendre aussi Clémence qu'on n'a pas finalement assez entendu sur cet objet de recherche passionnant quand même que sont ces textiles archéologiques. Mais Loïc et Clémence, comment? Alors peut-être ce qu'il faut préciser au début, c'est que même si on avait eu un certain nombre d'interactions donc avec Vincent, aussi avec les designers du Centre de recherche en design de l'ENS, qui a aussi une entité sur des volets design, partagée d'ailleurs avec des équipes de l'ENSI, c'était pour nous, enfin en tout cas pour moi, une première. Et donc la méthodologie même, qui est une méthodologie propre à l'enseignement en design et à la pratique du design, était quelque chose qu'on découvrait par la même occasion. Donc on a été, très concrètement, invités d'abord à communiquer avec Elena et François sur les attendus du projet. Et pour nous, il y avait déjà effectivement un certain nombre de questions, voire même peut-être d'appréhension, parce qu'on savait que notre projet était à la fois précis par une certaine entrée, on voulait voir un petit peu quels étaient ses possibles, mais en même temps, ça recouvrait des questions très diversifiées, parce que ça allait, comme on le disait tout à l'heure, de questions de représentation, de méthodologie scientifique. On avait aussi vraiment des attentes sur ces volets de méthodologie ou d'épistémologie, comme disait Elena. Donc des questions aussi autour peut-être de ces nouveaux matériaux. Donc on se posait vraiment cette question-là. Et puis la deuxième question qu'on se posait, c'était de savoir, autour de ces systèmes, il y a... voilà, nous on est aussi les garants en quelque sorte de l'aspect scientifique de ces recherches, et autant on voulait effectivement que ce soit un lieu de création, de nucléation, on voulait quand même être vigilant en fait sur la véracité, ou l'adéquation entre les savoirs scientifiques et les projets. Et donc tout s'est mis en place autour de cette première réunion de présentation de notre projet. Je crois que vous appelez ça brief. Non, le brief c'est votre document. Enfin bon voilà. Donc, mais en tout cas nous on est venu avec effectivement Clémence, et puis d'abord on a été surpris par le nombre d'élèves présents autour de la salle, et puis il y a eu cette première aussi moment, je pense, où beaucoup de choses se sont jouées. Je pense que beaucoup d'élèves étaient arrivés aussi avec un petit peu l'idée du musée, l'attrait du musée, l'attrait de la représentation, et nous on avait une véritable question qui a été présentée par Clémence tout à l'heure, c'est que nos échantillons sont millimétriques, centimétriques, ce sont des tout petits fragments qui recouvrent des savoirs gigantesques, la production textile, les usages des pratiques funéraires, des relations sociales. Et là, on a eu un moment, je pense, où les élèves se sont dit « Ah, c'est pas tout à fait le musée, c'est ça !» Et puis un deuxième moment où on a rouvert la discussion, et là, on a eu l'impression que d'un seul coup, voilà, beaucoup de questions. Vous faites bien de rappeler ça, parce que finalement, la réaction de ces élèves designers est celle du visiteur de l'exposition. Personnellement, quand j'ai découvert ces échantillons, et pourtant, c'est sur quoi, Clémence, vous travaillez pour non seulement réfléchir à la valorisation muséographique du travail scientifique qui est fait autour de cela, mais également pour interpréter, nous dire ce que ça dit des relations sociales, de la culture des populations qui utilisaient ces textiles. Oui, alors ceux qui sont vraiment tout petits sont centimétriques. Le plus gros que j'ai fait 3 cm de long, je crois. Ah, oui. Et c'est déjà gros. On est content. Donc, et c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours qualifiés de beaux et d'esthétiques. Même si les designers ont plus d'avis sur ça, mais c'est subjectif. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas considérés comme étant des jolies pièces de musée et forcément ce qu'on verra. Mais ils recèlent une multitude d'informations qui sont souvent cachées, les gens ne se rendent pas compte, c'est une petite croûte métallique, et en fait oui, on arrive à en dire le type de textile que c'était, et à décrire toute une multitude de pratiques funéraires entre autres, mais aussi de comment vivaient ces sociétés passées. Il me semble utile de rappeler, parce que peut-être que nos spectateurs, que j'invite d'ailleurs à glisser des questions dans le onglet conversation,
nous les prendrons avant la fin de notre table ronde pour y apporter des réponses, mais j'imagine que peut-être que le spectateur a manqué d'attention sur un aspect de ces matériaux sur lesquels vous travaillez. Ce ne sont pas des textiles tels qu'on peut comment concevoir aujourd'hui, ce sont de la matière minéralisée. Peut-être un mot d'explication sur cela. Alors en fait oui, si on prend par exemple un textile qu'on enterre, tout le monde sait très bien qu'au bout d'un certain temps assez rapide, il va se dégrader. Oui. Et là, dans notre cas, c'est des textiles qui ont été trouvés en sépulture, donc qui ont été mis en terre et qui ont eu des fonctions d'emballage, donc emballage d'objets métalliques. Et en fait, c'est cette proximité avec les métaux qui se sont corrodés, qui ont permis en réalité d'agir comme agent microbien et empêcher la dégradation du textile. C'est pour ça qu'on appelle ça textile minéralisé. Alors, c'est peut-être pas forcément très clair que c'est un rapport avec des produits de corrosion, mais c'est vraiment ces produits de corrosion qui préservent le textile. Et parfois, on a encore, en fait, ça préserve sa morphologie. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir l'armure textile, etc., mais on n'a plus un textile souple comme on peut avoir maintenant si on regarde nos vêtements. Tout à fait. Mais on comprend mieux pourquoi ces recherches se font dans un laboratoire de chimie, mais également très lourdement équipé en appareils d'imagerie pour aller scruter, voir comment la constitution de ces matériaux. Avant quitte à rendre le suspense insupportable, je vais encore demander à Marion de patienter, mais est-ce que vous pourriez nous dire comment ensuite, donc c'est 5-6 mois, parce que cet atelier débute en septembre. En octobre et se termine fin janvier. Voilà. Donc ça nous fait 5 mois, 6 mois. Et comment ça se passe concrètement, pas utile, parce qu'il suffit pas d'être d'accord, de dialoguer, encore faut-il se voir, se rencontrer, prendre le temps de rencontrer les élèves. Comment ça s'est passé, Elena, Loïc et puis Clémence? En fait, un atelier de projet, enfin le nôtre, qui donc met vraiment un axe majeur sur la recherche, se divise on va dire en 2 parties, enfin 2 moments forts. La première partie qui en général dure un tiers, peut-être il n'y a pas vraiment un équilibre mais entre les deux, mais un tiers du travail, c'est vraiment de la recherche, de la connaissance. Voilà. Et cette connaissance, en fait, elle vient à la fois des non-partenaires qui nous amènent effectivement tout un tas de bibliographies ou de références académiques. Souvent, c'était le cas, effectivement, des sciences du patrimoine, donc il y a de l'archéologie à la chimie. Donc nous, on demande en fait aux élèves d'essayer vraiment pencher et d'approfondir cette partie-là. Et toutes les semaines, on les voit. Donc Marion, tout à l'heure, pourra dire, par exemple, sur quel sujet elle s'est positionnée. Et au bout de quelques semaines, on leur demande, on fait une réunion. Par exemple, je me rappelle très bien quand on a fait la réunion des thématiques. Alors moi, je les appelle comme ça. On se moque un peu de moi parce que je l'appelle aussi les patates, parce que je fais des François se moque de moi. Et en fait, c'est des thématiques. En fait, on fait un tour de table, un tour vraiment voilà. Et moi, François, essayons en fait de créer des sujets communs. Et donc, au bout de 2-3 semaines, on a fait dégager 4 thématiques majeures. Et face à ces thématiques, on les a présentées à Clémence et à Loïc. Voilà. Et Loïc et Clémence, ils nous ont tout de suite identifié déjà, ils ont validé ou réajusté les sujets. Et ça, c'est super important. Et après, ils nous ont mis en face de chaque thématique des interlocuteurs scientifiques. Et ça, c'est fondamental, parce que du coup, les élèves, une fois qu'on a validé dans cette première étape ce genre de travail, ils ont en face des gens avec qui rentrer en relation et obtenir des informations du contenu des entretiens. Et ça, c'est la partie, on va dire, sur le socle fondamental, qui donnera suite à la production. Donc, chaque élève en groupe vient nous expliquer lors des rendus intermédiaires jusqu'à la fin, fait ce qu'ils veulent faire, et nous, on les oriente sur ça. Et les scientifiques en question, c'est donc Loïc et Clémence? Non, c'est d'autres scientifiques. Donc, ils nous ont mis en face vraiment des noms d'archéologues, plutôt que d'historiens, de muséographes, etc. Oui. Ah oui, c'était... Oui, il y a eu effectivement, lors de ces premières réunions, alors sur la période des 4-5 mois du projet,
les élèves travaillent, si je ne me trompe pas, à 50% de leur de leur activité. Donc c'est pédagogie. vraiment extrêmement, c'est un travail très intense. Et je pense même que certains ou certaines d'entre elles ont travaillé même plus que ça au cours de quelques nuits, quelques week-ends. Enfin, au vu des mails qu'on a reçus, des questions, je pense que ça excède effectivement cette durée-là. Donc nous, de notre côté, on a effectivement mis en contact en fait les élèves avec l'ensemble en fait un large ensemble en fait de partenaires scientifiques autour de nos projets de recherche, mais même au-delà en fait. Donc ça a impliqué typiquement 3 musées par exemple, donc le musée du Louvre, le musée du Quai Branly, le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, mais également des spécialistes des matériaux sur des problématiques de corrosion, sur des problématiques textiles, des archéologues qui œuvrent en dehors des institutions, des musées, des gens qui travaillent sur des questions de méthodologie et d'épistémologie, dont un collègue de l'école des hautes études en sciences sociales, et bien entendu des chimistes, des physiciens, des spécialistes d'instrumentation, donc des spécialistes des données. Donc c'est vraiment tout ce corpus-là, et pour nous c'est très important parce que c'est aussi comme ça que fonctionne notre recherche. En fait, on est très interdisciplinaire, très en réseau, et donc c'était aussi projeter les élèves dans cet univers-là de recherche qui est pas juste des objets et 2 personnes, mais vraiment un grand ensemble de je note que ce dialogue science-design est un accélérateur de dialogue au sein même du champ des disciplines. Mais pour en revenir, en rester à vous, Loïc et Clémence, et désolé de m'attarder sur ce côté peut-être très pratico-pratique, mais cet engagement, cette implication, ça s'est traduit par des allers-retours entre votre laboratoire qui se trouve à quelques encablures d'ici, donc sur le plateau de Saclay. Je vois que Clément sourit déjà parce que ça lui rappelle sans doute de douloureux souvenirs. Et or, l'école, l'atelier, l'ENSI, l'atelier, c'est en banlieue de Paris-Saclay, à Paris. Et donc ça a des allers-retours, etc. Et on sait combien la circulation, la mobilité est une problématique qui est source de questionnement, etc. Comment vous l'avez vécu alors ça, cet aspect très matériel de l'aventure, Clémence? Parce que vous avez suivi, accompagné ces élèves, et pas seulement, comme on dit maintenant, en distanciel. Hein. Oui, pour le coup, j'ai des assez bons souvenirs. Le B a été très clément avec moi. Le RERB. Oui, parce qu'il me semble que j'ai pas eu de problème pour venir à l'ENSI. Bon, je prenais beaucoup de marge, mais oui, donc non, mais pour moi, c'est toujours aussi chouette d'aller à Paris, du coup. Mais pour le coup, ouais, non, dans mon souvenir, ça a été de ce niveau-là. Et puis, on avait aussi encore quand même quelques réunions en distanciel. Parce que c'était pas aussi toujours évident pour les élèves designers de monter jusqu'à chez nous. C'est qu'on est un petit peu éloignés. Mais très concrètement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réunions. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement ces rendus intermédiaires dont parlait Elena, qui sont des moments assez étonnants. Enfin, encore une fois, c'est de notre point de vue des objets auxquels on n'était pas du tout habitués, où tous les élèves vont présenter leurs projets et nous, on va réagir par rapport à ces projets en même temps que l'équipe d'encadrement pédagogique du côté de l'ENSI est également là. Donc ça, c'est un moment très intense qui nous prenait typiquement une demi-journée de travail. Et ça, c'est quand même, il y en a eu un nombre significatif. Et puis, il y a eu tout le reste, c'est-à-dire toutes ces réunions, parfois dans des lieux impromptus, à des moments inattendus. Autour de justement projet par projet ou petit groupe de projet par petit groupe de projet pour collecter organiser ces allers-retours, identifier les différents partenaires additionnels qui se sont agrégés sur ces projets. Donc c'était beaucoup d'allers-retours, mais vous étiez, si j'ai bien compris, si je crois bien savoir, vous étiez moins confronté par les problèmes de transport, parce que vous circulez assez facilement du plateau à Paris en vélo. Oui. Voilà. Il y a quelqu'un que j'ai pas interpellé sur le déroulement de cet atelier, c'est Vincent. Parce que si je crois me souvenir dans les discussions préparatoires qu'on a eues, en fait, voilà, vous avez, Vincent, comment tenu à laisser la dynamique se faire d'elle-même, et je crois que c'est aussi un facteur peut-être d'explication de la réussite de l'atelier.
Oui, mais je ne peux qu'abonder à ce qu'a dit, à ce qui a été dit avant. Il y a eu, enfin, dans les conditions de succès d'un partenariat comme celui qui a été monté, il faut, enfin, une des conditions principales de succès, c'est de bien nourrir les élèves designers en données. Et s'ils n'ont pas ces données, ils ne peuvent rien produire de correct. Donc, la qualité de cette nourriture, je dirais, et sa quantité ont été, je crois, très bien assuré par Loïc, Clémence et puis tous les partenaires que vous avez, enfin tous les intervenants que vous avez sollicités. Mais au-delà de ça, c'est pas simplement, c'est aussi la qualité de la présentation des plats, quoi, en quelque sorte. Hein. Et je dirais que l'implication, elle s'est aussi mesurée dans la présence physique. C'est pas la même chose d'engager un dialogue avec quelqu'un qu'on a en face de soi, en direct, que derrière un écran, une visio, etc. Or, aujourd'hui, il est très pratique de passer derrière un écran. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu présence physique. Présence physique implique motivation, réelle implication dans les projets. Et ça, je pense que ça a été un des éléments aussi de succès. Les étudiants comprennent cette motivation. Et en plus, la qualité de ce qui est transmis est bien meilleure. Et je dirais que c'est un des points, je crois, majeurs. Quand j'ai vu, moi personnellement, que tout ça se mettait bien en place, il y a des partenariats qu'on organise dans lesquels on sent bien qu'on a besoin d'être là, besoin d'être présent. Là, ça a été un peu l'inverse. Je me suis dit, ça sera un interlocuteur de plus, de trop peut-être. Et il n'est pas utile de venir perturber quelque chose qui s'est bien monté et bien construit et qui fonctionnait de façon bien huilée, je dirais. J'ai bien conscience qu'en vous sollicitant, vous questionnant sur la manière dont vous avez vécu au quotidien et matériellement comment cette aventure, on s'éloigne de ce sujet merveilleux que sont les textiles archéologiques, mais dès lors que nous sommes réunis ici pour réfléchir aux conditions de possibilité d'un dialogue, il faut aussi rentrer dans le dur et c'était important d'avoir aussi votre retour sur cet aspect des choses. À ce stade, il est temps quand même d'entendre une personne qui a vécu l'aventure de l'intérieur, puisque Marion Dubois, vous êtes donc élève, un designer de cette école. Alors, vous êtes venu avec un visuel qui va donner à voir ce que vous avez réalisé. Ben voilà. Mais avant de le commenter, peut-être nous rappeler ce qui vous a motivé. Vous étiez donc, vous assistiez à la réunion de présentation. Qu'est-ce qui vous a motivé à signer, à participer à cette aventure? Du coup, j'avais choisi ce projet en amont de la présentation. Ah oui. Et j'ai choisi de travailler sur ce sujet-là parce que ça touchait à 3 choses qui sont importantes dans mon parcours d'étudiant. Premièrement, c'est les matériaux souples, même si le textile archéologique n'est plus tout à fait souple. C'est quelque chose qui me touche parce que je suis maroquinière de formation et du coup, les textiles, quelque chose qui suit mon parcours. Le deuxième aspect, c'était l'aspect de recherche. J'aime beaucoup l'atelier d'Elena et François parce qu'il y a cette méthodologie de la recherche qui me touche aussi dans ma façon de travailler. Et le troisième aspect, c'était la question un peu plus pratique que posait l'atelier de projet. C'est cette question de comment est-ce qu'on donne à voir au grand public quelque chose de microscopique. Voilà, alors question que vous avez saisie à bras-le-corps au point d'avoir participé à la conception de l'exposition. On y reviendra, mais là j'avais oublié des éléments de vos motivations, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très sérendipien au fond, ou une synchronicité. Voilà. Mais alors ensuite, comment vous avez vécu l'aventure, 5 mois avec plein de réunions, etc. Comment vous l'avez vécu? Je vois vos yeux briller apparemment positivement, et à vous de le dire. Oui, moi je suis rentrée très facilement dans le sujet de façon presque instinctive. J'ai décidé de travailler par rapport à la couleur. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé dans mon coin en faisant des tests et des essais avec une méthodologie très précise. Et beaucoup aidé par Loïc et Clémence, effectivement. Alors, vous me faites rire quand vous me dites j'ai travaillé dans mon coin, mais ça me paraît contradictoire avec la démarche collective. Alors, dans mon coin pour phosphorer, mais ensuite pour mieux aller en direction. Voilà. D'accord. Et alors, le résultat, on en viendra ensuite à l'exposition, mais le résultat,
c'est cela. Alors j'invite, magnifique photo, mais j'invite vraiment à aller découvrir l'exposition parce qu'on voit l'ensemble de la proposition. Mais je vous laisse peut-être commenter alors. Mais du coup, moi, je suis entrée par la couleur, on va dire. En fait, j'ai été touchée par cette couleur qu'ont les textiles archéologiques, cette espèce de vert de gris. Et je me suis posé la question de est-ce qu'on ne pourrait pas créer une gamme couleur en partant de cette idée-là, tout en jouant sur le duo qui est le métal et le textile. Et donc j'ai tissé des morceaux de tissu avec des fils de cuivre. Et ensuite j'ai créé des bains pour essayer de retrouver ce vert de gris. Elena, peut-être. Oui, le projet de Marion, effectivement, il est très intéressant parce que, donc, comment ça marche, en fait, on est sur un plateau, et il y a voilà, tous les 23 étudiants, ils sont ensemble, un groupe ou un individuel, ça dépend, etc. Et évidemment, Marion, elle est plongée dans cette dimension-là, mais en fait, tout de suite, elle a mis en place un protocole, comme les scientifiques. Donc, elle avait, ça sera intéressant de retrouver les photos, elle avait sur sa table de travail, il avait plein de bains, donc des boîtes où elle avait mis tous ses textiles et ses expériences, qu'elle numérotait, les jours, les heures, etc. Donc c'était vraiment un petit labo, une petite paillasse de scientifiques. Donc le résultat, il est magnifique, très esthétique, etc. Mais en amont, elle est rentrée tout de suite, d'une manière instinctive, comme elle le dit, dans une espèce de procédé scientifique protocolaire. Et des élèves qui travaillent sur ce genre d'approche de design et sciences, des fois ils rentrent comme ça. Effectivement, tout de suite, dans un protocole scientifique qui donne au résultat quelque chose qui est de l'ordre de la matière et du ressenti. Alors, je comprends mieux la réaction de Loïc quand il m'a présenté votre travail. J'ai eu la chance d'avoir Loïc et Vincent comme guide d'exposition. J'étais très surpris par la réaction de comment Loïc emprunte de beaucoup d'émerveillement. Je me disais, mais alors, voilà, comment le scientifique que vous êtes a reçu ce travail. Enfin, un élément de réponse, c'est peut-être ce que vient de dire Elena et Clémence également. Comment vous avez reçu ce travail de designer, en quoi ça a questionné votre propre démarche de chercheur? Peut-être la première chose, c'est qu'effectivement, rentrer dans ces problématiques-là, alors de formation, de transformation, c'était évoqué tout à l'heure par Clémence, il s'agit en quelque sorte d'une espèce de fossilisation ou de pétrification des textiles en contexte archéologique, ce qui veut dire qu'à l'échelle de la matière, on a quand même des nouvelles phases minérales qui vont se former, le matériau organique qui va se dégrader. Et effectivement, l'entrée par la couleur était pour nous très, très, très étonnante parce que d'une part, effectivement, il y a ces grandes phases minérales, ces chlorures, ces carbonates qui vont se former, des oxydes, qui ont des couleurs très bien définies, mais peut-être qu'au-delà de la couleur de ces phases pures, on est sur des matériaux très complexes, en fait, d'un point de vue physico-chimique, qui associent des restes de textiles organiques avec des phases qui viennent se former à petite échelle. Et en fait, cette question de la palette est extrêmement intéressante à approfondir. Et donc, effectivement, lors de ces premiers échanges, enfin, pour nous, ça pose des questions clairement de chimie ou de physico-chimie qui sont de savoir quelle est l'origine de la couleur et de ce continuum de couleurs, puisqu'on a effectivement une palette extrêmement variée qui va aller depuis le textile original qui est relativement blanc jusqu'à des marrons, mais en passant par des verts, des bleus, des rouges. Et donc ça, c'était pour nous une entrée très intéressante et qui soulève des questions de chimie. En fait. Et alors c'est très intéressant ce retour parce qu'on comprend, on prend la mesure du fait que le design n'est pas là pour imaginer une enveloppe fut-elle muséographique, mais vraiment pour co-construire une connaissance avec le chercheur. C'est un point très important par rapport à nous, parce qu'effectivement, peut-être qu'une des appréhensions, j'en ai mentionné quelques-unes tout à l'heure que l'on pouvait avoir, c'était d'avoir quelque chose qui soit de l'ordre de la présentation publique. Or, c'était vraiment pas ce qui nous motivait. Non pas que ces aspects-là ne nous intéressent pas, mais c'était vraiment je ne sais pas tout à fait comment le dire, mais de se réapproprier la matière vraiment de nos sujets, les questions fondamentales que l'on a qui vont de la méthodologie scientifique jusqu'à l'information archéologique inscrite dans ces objets, pour en faire autre chose. Et là, je pense que, ça a été également dit par Elena tout à l'heure,
l'appétence ou l'intérêt de l'équipe de designers professionnels qui encadraient les élèves, mais aussi les attentes des élèves, nous ont vraiment étonnés. Voilà. D'où effectivement les yeux qui brillent en regardant ces projets et là où ils nous ont conduits avec plein de perspectives pour nous de bifurcation, de réflexion additionnelle. Alors, Clémence, comme vous l'avez entendu, hein, Marion est quelqu'un de très farouche, qui travaille dans son coin, mais comment néanmoins s'est passé le dialogue avec vous et quel est votre regard également sur le résultat final de son travail? Le dialogue s'est bien passé. Hein. Non, moi j'ai tout de suite beaucoup aimé le projet de Marion. Et c'est vrai qu'il y a toute l'étape reproduction, effectivement, du processus de corrosion. Enfin, c'est des choses aussi qui nous intéressent. Et puis, aussi la manière dont elle l'a présenté. Enfin, c'est aussi, enfin, pour le coup, moi, je suis aussi rentrée dans son projet, parce qu'après, ça devient aussi leur projet. Et oui, j'ai tout beaucoup aimé sa démarche. Au-delà du fait que c'est visuellement très, très beau, enfin, il y avait tout son choix derrière qui était très bien expliqué et très bien fait, et j'avais beaucoup aimé. Avant d'entendre Vincent témoigner, partager ses propres impressions, je rappelle donc aux spectateurs la possibilité de consigner des questions dans le onglet conversation, et je propose qu'après avoir entendu comment Vincent, on se tourne vers Lorraine pour recueillir peut-être de premières questions. D'accord. Alors on patientera encore. Et puis alors Vincent, on a entendu tous les protagonistes réagir à la proposition de Marion et la vôtre. Moi, j'élargirais sur les 10 projets présentés. Les 10 projets présentés, c'est une sélection. Oui, alors. Sur 18. Pour des raisons purement de contraintes d'exposition, de disponibilité des matériaux, etc. Mais moi, ce qui m'a vraiment interpellé en tant qu'observateur, finalement, c'était que c'est les lectures scientifiques qui ont été faites sur les travaux des élèves designers. Et je pense que c'est une des vertus en fait de ce du partenariat qui a été monté, c'était d'apporter on va dire une vision décalée, parfois inattendue, surprenante, comme si tout d'un coup on a une scène et puis qu'on l'éclaire avec des rayons X ou en jaune, en vert, etc. Et tout d'un coup, ce qu'on a sous les yeux montre quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent qui interpelle une démarche scientifique. Moi, c'est ce que j'ai observé de l'extérieur. Et puis, et donc, ça s'est traduit par une forme de lecture scientifique qui est d'ailleurs présente à chacun des projets exposés. Alors, Vincent, comme le spectateur n'a peut-être pas une idée de la manière dont les choses présentent, hein, il y a un panneau avec d'un côté une présentation du travail par l'élève ou les élèves designers, et de l'autre un texte qui, voilà, rend compte du regard des scientifiques. Exactement. Et à chaque fois, ce texte renvoie au-delà du projet lui-même, mais renvoie vers des problématiques qui n'étaient pas forcément attendues au départ, et qui ont émergé justement du fait d'une démarche un peu atypique, design, menée par les élèves designers. Donc quand on parle de dialogue, c'est vraiment ça. Je nourris des élèves designers avec des données scientifiques. Ces élèves designers réagissent par rapport à ça, avec une vision qui leur est propre, une démarche qui est, on va dire, hors de la méthodologie classique qui est mise en place dans les travaux de recherche, qui produit des résultats et qui permettent à des scientifiques de réagir et de se repositionner par rapport à ça. Et ce qui peuvent ouvrir de nouvelles pistes, des nouvelles possibilités, des nouveaux potentiels. Et ça, je pense que c'est ce qu'on a vu avec Marion. On peut le répéter sur les 10 projets exposés, voire sur les 18. Et je crois que tout l'intérêt est là, c'est-à-dire que il y a vraiment une ouverture, on va dire. Comme moi, c'est ce que j'ai ressenti en regardant ce projet. Un élargissement de la focale, on voit plus grand, on voit plus large, on voit différemment, et ça permet de reposer des questions scientifiques sous un angle différent. Alors, sauf si on me signale des questions qui brûlent les lèvres, c'est le cas. Alors Lorraine.
des suites seront-elles données à ces projets? Ah oui, alors là, la personne brûle les étapes. On conclura par cette question, mais elle aura sa réponse. Auparavant, là nous rentrons dans la genèse de l'exposition et nous avons déjà une idée de son organisation. Et allons-y, mais auparavant peut-être un mot sur justement les 8 projets qui n'ont pas été retenus. Dissipons un malentendu, là réagit qui voudra, ce n'est pas parce qu'ils étaient moins bons que les 10 autres, c'est pour d'autres motifs. Alors lesquels, il me semble utile de les rappeler. Fragilité, manque de disponibilité des matériaux, difficultés logistiques, essentiellement. Oui, fragilité, c'est-à-dire il y avait des réponses qui étaient difficilement transportables parce que les objets trop fragiles ou pas suffisamment disponibles, ou demandant un effort scénographique trop important et qui a conduit malheureusement, je dirais, à renoncer à les présenter. Mais, oui, pour compléter, effectivement, il y a des sujets, des projets qui étaient très sous forme d'installation audiovisuelle, par exemple, avec une installation technique et logistique qui était assez importante. Donc, probablement, c'était ce genre d'éléments-là qui font que... Je te rajoute. Oui, bien sûr. Peut-être pour rajouter un volet, c'est que on l'a dit tout à l'heure en fait sur la question originelle, il y avait aussi tout un pan autour des nouveaux matériaux. Et donc le parti pris de l'exposition, c'était de les mettre de côté pour l'instant, parce que ça faisait presque un ensemble cohérent qu'on pourrait présenter. Alors parfois il y a vraiment des interfaces, en quelque sorte le projet que Marion nous a présenté était déjà à cette interface de recréation, d'exploration de nouveaux matériaux avec de nouvelles attentes en fonction de ce qu'on voit sur les matériaux archéologiques. Mais il y avait aussi là un petit cluster de projets dont on fera bien quelque chose dans un autre cadre. Donc on parlera des suites tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y avait aussi cet endroit-là qui était un point d'émergence. En d'autres termes, des projets pourront avoir une seconde chance lorsque le cadre, le dispositif se prêtera à la présentation du travail. Marion, vous voulez C'est ce que j'allais dire. Juste pour compléter, en fait, quand on fait le rendu final d'un atelier, on expose tous les projets, et ce projet-là, par exemple, a été exposé le 28 janvier 2022, lors du rendu final, qui était aussi le jour de porte ouverte de l'école. Donc j'invite déjà les gens, s'ils veulent venir aux prochaines portes ouvertes, c'est la fin de janvier, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut voir vraiment, on présente les projets sous forme d'expo, en fait. Donc tous les projets, ils étaient fonctionnels et sous forme d'exposition sur notre plateau, et ils ont déjà été, ils ont eu une vie et d'échange avec un public qui était très varié, parce que ça va des enfants, des ados, des adultes, Donc c'était très intéressant de voir les retours à ce moment-là, d'une exposition qui est globale du coup de tous les projets. Alors avant de venir d'aborder la genèse de cette exposition que nous vous invitons à avoir à l'ENS Paris-Saclay jusqu'au 30 septembre, et dans d'autres lieux, on indiquera lesquels pour répondre à la question de notre spectateur, il me semble quand même important donc d'ajouter, mais là je parle sous votre contrôle, que quand bien même des projets auraient été inachevés, ils auraient été quand même dignes d'intérêt d'être présentés comme illustration d'une démarche de tâtonnement, d'exploration, d'expérimentation. Je vois que Vincent fait opine du chef. Oui, c'est toujours un peu crève-cœur de laisser des projets sur le bord de la route, entre guillemets, dans le cadre d'une exposition qui commence à une date et qui termine à une autre et dans un lieu défini. Donc effectivement, oui, parce qu'on a l'impression de renoncer à des enseignements que ces échanges ont donné, mais qu'on ne peut pas transmettre au public. Donc effectivement, oui, c'est vraiment... je trouve que c'est très dommage. Mais il y a toujours des contraintes. Il y a aussi parfois des clartés de positionnement du thème des expositions, parce qu'au bout d'un moment, certains projets qui pouvaient être extrêmement intéressants rentraient mal dans le thème, plus difficilement dans le thème, donc plus difficile à intégrer. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'en ressors un petit sentiment de frustration de ne pas avoir pu montrer les 18, c'est lié, comme je l'ai dit, à certaines contraintes. 18, c'est 8 projets de plus, 8 enseignements de plus dont on peut tirer. Alors, étant entendu que certains projets qui sont
présentés parmi les 10 paraissent assez sophistiqués également au regard des moyens mobilisés, et je pense notamment au projet qui vous tient à cœur, je crois, Loïc, si tant est qu'on puisse afficher une préférence, mais il vous tient à cœur tout comme les autres, on va dire, c'est celui qui nous fait rentrer dans la matière, et d'ailleurs l'avis de Clémence serait le bienvenu, un zoom sur ce projet-ci qui nous fait rentrer de manière immersive dans la matière du textile. Alors, dit comme ça peut paraître flou, je vous laisse le soin de préciser ce que... Oui, peut-être en revenant un cran sur ce qu'on fait concrètement en termes de recherche. Donc, dans le cadre de ce travail de recherche, qui est déjà la suite, alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous, ça s'inscrit quand même sur le temps long, puisque c'est quand même des travaux qu'on a démarrés au cours d'un premier projet doctoral qui se poursuit dans le cadre de la thèse actuellement de Clémence au laboratoire. Donc, ce qu'on avait commencé à faire, c'est à utiliser des méthodes dites de tomographie par rayons X, qui s'apparente en fait au scanner médical, mais en travaillant en l'occurrence sur des tout petits fragments à très haute résolution, et donc on arrive à reconstruire des volumes tridimensionnels avec une résolution, donc les plus petits détails qu'on arrive à distinguer sont de l'ordre de quelques micromètres, et pour certains volets de ces techniques qui vont vers la nanotomographie, quelques dizaines de nanomètres. Donc à ces échelles-là, en fait, on rentre totalement dans le textile, puisque typiquement une fibre textile va faire entre quelques dizaines et une centaine de micromètres de diamètre. Donc on rentre dans la confection même du textile, on en voit l'armure, c'est-à-dire la manière, l'entrelac en fait des fils, on voit les torsions, on voit les diamètres, donc on a accès en fait à toute cette information, à la fois qualitative sur les grands motifs, etc., mais également quantitative sur, comme je disais, les diamètres, les tailles d'objets, etc. Or, il se trouve que, comme quand vous avez un examen médical, en fait, la plupart du temps, ces analyses aujourd'hui sont observées. On reconstruit le volume 3D, mais on n'exploite pas vraiment cette donnée 3D. On vient regarder ce qu'on va appeler des coupes virtuelles. Donc, on va se placer dans un plan, se déplacer un peu dans le plan, tourner à 90 degrés, aller dans l'autre sens. Et il nous a semblé, mais je dirais c'est un mouvement qui est autour duquel on va retrouver aujourd'hui un nombre significatif de démarches, qu'on perdait en fait toute la fluidité du déplacement dans le volume 3D. A contrario, on a des développements typiquement du côté du jeu vidéo ou du côté de l'animation qui se sont totalement emparés de ces capacités 3D. Donc il s'agit de réconcilier ou d'essayer d'explorer dans ce projet la jonction entre les deux, en se disant que probablement que cette approche aujourd'hui par coupe virtuelle va céder la place devant une vraie capacité d'examen, immersif effectivement, en allant dans le volume 3D. Alors ce qu'a fait un élève ou une élève, malheureusement je n'ai plus son nom en tête, je vous laisserai peut-être le soin de la désigner, mais Clémence et puis Elena, si vous pouviez dire un mot de ce projet-ci qui a retenu mon attention, quelle a été la valeur ajoutée du design dans cette expérience immersive du textile. Clémence, Elena, peut-être rappeler le nom du projet, désolé, je n'ai pas vu. C'est Paléoscope. Oui, c'est ça, parfaitement. Et c'est 2 étudiants. En fait. Voilà, et 2 étudiants. Rémi et Malo. Et le fait de ne pas avoir de visuel, c'est pas plus mal, ça incitera les spectateurs. Voilà. Mais dites-nous quand même un mot de ce projet qui est une illustration de l'apport, de la valeur ajoutée du design. Je pense que c'est peut-être presque un retour aux sources, c'est-à-dire on parle du fouille archéologique à une fouille virtuelle en fait, en quelque sorte. Les gens peuvent se projeter au sein même du textile et pour nous, oui, c'est une source comme disait lui, prendre en compte véritablement toute la potentialité et l'intérêt d'avoir des données 3D. Maintenant, on a peut-être un peu plus de difficultés avec, et un côté interactif qui est aussi quelque chose qui est très important et très intéressant, je trouve, dans la démarche. Il faut que je me replonger un instant, mais en fait, il faut dire que c'est quand même une navigation virtuelle. Donc, on a un casque de réalité virtuelle. C'est bien il faut bien le spécifier. En fait, on navigue dans un environnement 3D qui a été reconstruit par Malo et Rémi à partir effectivement des images que Clémence nous a fournies, plus évidemment tout un aspect narratif et graphique qui a été conçu par
par eux, parce qu'effectivement, au départ, en fait, ils sont plongés dans un univers qui était, il est très graphiquement très très puissant. Parce qu'évidemment on a de la texture, enfin on voit de la texture, on voit des couleurs qui sont très très contrastées, avec des saturations très fortes, etc. Donc ça crée tout de suite un univers, si on veut se projeter dans une espèce de, aussi de science-fiction. Donc ils étaient rentrés en fait par ce biais-là au départ. Si je me rappelle aussi, ils avaient même dessiné une BD, il y avait tout un, voilà, un univers très narratif, très prospectif, etc. Et puis en fait, vite ils se sont mis ensemble, ils ont créé un duo, ils ont voulu absolument essayer, et donc ils se sont auto-formés pendant le semestre. Donc ça aussi c'est une particularité de l'école. Il y a des élèves qui nous demandent spécifiquement de se former sur une compétence spécifique, et donc c'est une entrée dans le projet, ça peut être aussi ça. Donc évidemment on les laisse totale confiance, et puis c'est des élèves très acharnés et très motivés. Et donc effectivement à la fin de l'histoire on se retrouve dans un environnement qui est très magique en fait, et qui te permet de naviguer dans du textile, voilà, dans des zones un peu voilà, étranges, dans l'infiniment petit. Donc on est un peu dans le Jules Verne, voilà, juste voilà. Donc on est dans l'infiniment petit et l'inconnu, qui était une des thématiques. La question de l'échelle aussi, qui renvoie directement aussi au design. Voilà, l'histoire de l'échelle, qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans la matière, une échelle inconnue. Tout à fait. Et on nous rappelle un peu l'expérience de Charles Ray Eames, qui dans les années 70 avait fait The Power of Ten, qui était le premier film en fait, ces deux designers historiques, mythiques, etc. Ils avaient fait pour IBM, qui était, voilà, c'est l'entrée et la sortie de la matière, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et à l'époque, c'est une des premières expériences où on montre comment le design, là on est dans un format audiovisuel, en fait, apporter en fait aux sciences et à la technique, voilà, une manière de communiquer les expériences et les avancées. Avant de me tourner vers le centre d'appel, on dit ça comme ça, pour voir s'il y a des questions, et puis vers Marion pour qu'elle témoigne de la manière dont, avec la complicité de Clémence, elle a conçu cette exposition. On n'en présentera pas le contenu en détail, hein, mais vous nous direz comment vous avez pensé l'agencement. Je m'autorise à ouvrir une parenthèse, et je la fermerai. J'ai envie, après vous avoir entendu, lancer un appel aux géologues, aux pédologues, aux botanistes, etc., pour les inviter à aller voir cette exposition, et cette proposition en particulier, parce que à entendre les pédologues, les géologues, le problème du sol, c'est qu'il est extrêmement riche, travaillé par des dynamiques, sauf que le commun des mortels ne le voit pas, ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, et du coup est beaucoup moins sensible aux enjeux du sol et du pédologue comme du géologue. Et il me semble que la proposition sur laquelle on s'est attardé serait peut-être une manière de sensibiliser le grand public, comme tous les autres acteurs, à la richesse de ce sol en nous permettant de le voir. Et je pense en particulier à Marc-André Sellos, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, auteur d'un livre magnifique. Monsieur Marc-André Sellos, si vous nous entendez, rapprochez-vous, voilà, allez voir l'exposition. Mais je crois d'ailleurs que Loïc, vous connaissez le travail de Marc-André Sellos. Oui, alors en fait, tout à fait. Et une des raisons, c'est que ce qui est transverse en fait à l'ensemble de nos problématiques, et qui, je pense, explique aussi une partie de la question des échelles, par exemple, est quelque chose qui nous travaille beaucoup. On est sur des systèmes qui sont effectivement très fortement multi-échelles, sur lequel le rôle du vivant versus le rôle de procédés physico-chimiques n'impliquant pas le vivant, sont des choses très, très complexes, très écosystémiques. Et donc je pense qu'on fait totalement partie de ces réflexions. Ces réflexions-là sur l'archéologie ou la paléontologie sont très très proches de ces questions, effectivement, autour du sol, autour de la question des environnements. Le rôle de l'homme ou des sociétés humaines est directement associé aussi à ces réflexions-là. Et donc l'hétérogénéité, l'altération, la singularité et en même temps la richesse d'informations sont des choses qui sont totalement transversales en fait à nos projets. Et donc on a eu vraiment cette surprise de voir que des élèves ressortaient ça on leur a pas présenté les projets comme ça, même si on y travaille justement dans d'autres cadres avec des gens très intéressés par ces volets d'épistémologie, de méthodologie, et d'un seul coup on a vu les élèves s'en ressaisir, ressortir par exemple quelque chose qui a été très bien, je trouve, travaillé par plusieurs élèves, qui est la question
de la limite de l'information archéologique. Donc on a plusieurs projets, je vais en prendre un parmi d'autres, où par exemple un élève s'est approprié des informations que l'on a sur des restes textiles et montrant qu'en fait derrière ça, il y a non pas un seul objet possible, mais plusieurs objets possibles. Et d'un seul coup, on voit non pas un vêtement, mais 4 vêtements. Et avec notre regard aujourd'hui contemporain, on se dit ce vêtement ne porte pas du tout la même symbolique, le même sens, le même usage. Donc il avait commencé en prenant une casquette ou un chapeau en fait, si je ne me trompe pas de l'époque romaine, et en montrant que selon la manière dont on imaginait qu'il puisse être porté, pour nous aujourd'hui notre imaginaire contemporain nous mène vers des réalités anciennes quand même très différentes du point de vue de la représentation. Et ça, c'est un invariant de nos problématiques en archéologie ou en paléontologie. Permettez-moi d'ailleurs de constater que l'extrême sobriété de nos tenues vestimentaires respectives, et j'inclus la mienne, semble témoigner d'une régression de la civilisation par rapport à cet art de l'expression par le textile. Voilà. Alors, Lorraine me fait signe qu'il n'y a pas de questions. J'y vois plutôt une bonne nouvelle parce que je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre et je fais l'hypothèse que nos intervenants vous mettent dans un état de fascination et qui vous rend bouche bée. Mais vous avez encore la possibilité de glisser des questions et je compte sur Lorraine pour me le signaler. Revenons vers Marion parce que Elena parlait de la confiance qui était placée dans les élèves designers. La preuve en est, c'est qu'on vous a laissé confier le soin de concevoir cette exposition avec, je vois Hélène. Oui, c'est comme ça. Le démenti m'aurait mis en difficulté. Voilà. Et comment vous êtes-vous retrouvés? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous aviez déjà en amont un intérêt pour la présentation, hein, c'est ça, la dimension muséographique, c'est ça qui vous a fait accepter la proposition de concevoir, et vous nous direz ensuite comment vous y êtes pris pour concevoir cette exposition. Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est de me poser la question de comment est-ce qu'on peut rendre tangible à un grand public. Et du coup, au-delà de la muséographie, c'est plus cette problématique-là de comment est-ce que je parle de quelque chose d'extrêmement précis à une personne qui n'est pas du tout touchée par cet environnement. Donc c'est par ce biais-là que c'était intéressant pour moi de travailler sur cette exposition. Et ensuite, j'ai surtout appelé Elena au bon moment et écrit le livre au bon moment. Voilà. Et après, pour la... Ouais. Non, pour compléter, en fait, sur le cas de Marion, en fait, il faut dire que Marion, elle a une certaine maturité du fait qu'elle a déjà une formation auparavant, etc. Et tu es vers la fin de ton parcours. Donc, elle a quand même atteint des compétences maturité. Et même nous, on la connaît parce qu'on l'a déjà eu sur notre atelier. Donc, on lui fait, par rapport à la confiance, on sait vraiment ce qu'elle peut produire, comment elle peut travailler. Donc, quand elle m'a demandé si j'avais des pistes de stage et que lui qui m'avait posé la même question, je dis voilà. Voilà, c'est vraiment la boucle bouclée. Et je pense que voilà, ça s'est super bien passé. Et par contre, je voudrais revenir sur un mot qui est celui de la muséographie. Le designer dirait plutôt un commissariat. Donc pour moi, Marion, avec le reste de l'équipe, il a fait plutôt un commissariat. Donc le choix, un axe, etc., d'exposition, etc. Et le commissariat, moi je le vois, ça m'est arrivé d'en faire avec une approche de designer. C'est-à-dire que le commissariat, c'est du design. Parce que c'est un projet, en fait, autour d'un axe fort. Voilà, on lui donne une direction artistique, etc. Et moi, je le vois comme ça. Souvent, on voit le commissariat qui va chercher des artistes. Et puis, voilà, il y a la partie un peu critique qui est à l'extérieur. Et puis, en fait, voilà, qui réunit des... Et en fait, non, ça vient de l'intérieur. Et je pense que c'est un des axes majeurs du design dans ce projet-là. C'est-à-dire que le commissariat est fait par un des designers qui est impliqué dans le... Donc, en d'autres termes, ce que je comprends, c'est que cette exposition a mis au jour quelque chose qui est implicite, c'est la dimension design d'un travail de commissaire d'exposition. C'est qu'en fait, le commissaire d'exposition peut être un designer. Sans le savoir, à la manière de Monsieur Jourdain, manifestement. Si vous voulez, si vous voulez. Mais en fait, je veux dire, le commissariat, souvent, en fait, comme je viens de dire, il est vu comme un acte d'un penseur ou d'un critique. En fait, ce penseur assez critique peut être totalement fait par un designer qui s'empare de la question et qui donne à voir d'une certaine manière avec un prisme. Dans ce cas-là,
un dialogue et un échange avec un scientifique, et donc le résultat est intéressant et différent, je pense. Alors, comment vous y êtes compris, Marion, et je crois aussi en collaboration également avec Clémence, à vous de préciser, pour justement, j'allais dire, mettre en scène ou donner à voir les différentes propositions des 10 équipes. Vincent l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu ce principe du double texte de présentation par l'élève ou des élèves, et puis le regard d'un ou deux scientifiques, etc. Qu'est-ce que vous avez, quelle a été l'autre valeur à ajouter de votre démarche? Moi, du coup, j'avais une problématique de base, c'est organiser une exposition et qu'elle soit itinérante. Donc moi, c'était déjà Vous aviez anticipé le caractère itinérant. C'est ce que m'a demandé Claudie. Ah. Oui, il était déjà prévu que l'exposition puisse bouger. On commence à répondre à la question du spectateur, on y reviendra. Pardon. Donc moi, c'est déjà le premier cahier des charges qui était précis et difficile. Et ensuite, la question qui vient, c'est comment est-ce qu'on raconte une histoire. Et donc j'ai commencé à travailler avec des positionnements, de répondre à des solutions, de donner des solutions techniques assez rapidement. Et en fait, en réalité, ce qui a réussi à tout déclencher, c'est une réunion qu'on a faite avec Vincent, Loïc, Clément et Lorraine. Je crois que tu n'étais pas là. Et on travaillait sur le titre de l'exposition. Et donc c'est ce moment d'échange où on a fini par se tomber d'accord sur ce dialogue inattendu. Et en fait, à partir de là, moi, je suis partie de ça et j'ai réussi à dérouler tout le fil. Et donc, du coup, pour retransmettre cette idée du dialogue, est arrivée l'idée d'avoir le texte de l'élève et le texte du scientifique. Avant d'entendre peut-être le témoignage de Clémence, je ne résiste pas à faire l'analogie avec ce dont parlent les cinéastes, c'est-à-dire qu'au commencement, il y a un synopsis avec un titre provisoire qui peut finalement être le titre final, et beaucoup de ces cinéastes disent combien le fait d'avoir un titre même provisoire, est déterminant pour le déroulement du synopsis, etc. Donc il y a comme une démarche cinématographique, et je vois que vous acquiescez. Alors, Clémence, votre rôle, parce que vous êtes, de par votre thèse, extrêmement intéressée, on l'a dit, par cette dimension muséographique, quel a été votre concours dans la conception de celle-ci? Je crois que la conception, c'est surtout Marion. Moi, j'étais plus spectatrice pour le coup. Après, c'est très intéressant pour moi parce que j'ai pas du tout de compétences dans ce domaine-là. Mais après, c'était aussi parfois l'échange où Marion proposait des choses et gentiment demandait mon avis et je répondais. Et je pense que c'était de nouveau un dialogue. Oui, il y avait un échange dans l'échange. Il y avait un échange dans l'échange. Mais pour la conception, c'est surtout, c'est Marion. Et comment ça s'est passé avec les élèves designers dont vous mettiez en valeur le travail? Je vois qu'il y a beaucoup de rires, mais voilà, est-ce qu'on peut en dire? Ont-ils été coopératifs? Ça a été une grosse partie de mon travail. En fait, il faut comprendre que l'élève est passé à autre chose et sur un autre projet, parfois en stage. Et du coup, c'est vrai que c'était compliqué de créer le lien, le contact. Mais ça s'est bien passé. Sont-ils venus voir l'exposition? Certains, oui. Certains? Voilà. Ont-ils pris la mesure du fait que vous contribuiez à la médiation de leur travail et qu'il y aura, on verra, une suite dans la valorisation de ce travail? Faudrait leur demander. Il faudrait leur demander, voilà. D'ailleurs, je vous demande à vous, avec votre casquette, non plus seulement de commissaire, mais d'élève designer, qui voit son travail, on en a eu un aperçu, valorisé. Vous intervenez à une table ronde avec d'éminentes personnalités. Comment vous recevez ça, vous vivez ça? Eh bien, je m'attendais pas du tout à tout ça quand j'ai commencé dans mon coin à faire mes bains de vinyle. Mais je suis ravie, c'est hyper formateur pour moi. Ça a été penser l'exposition, ça a été un très bon exercice. Et aujourd'hui, de prendre la parole en public, c'est aussi très préparateur pour la suite de mon parcours. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas entendu, mais on a bien compris, une fois que la dynamique a été lancée, il a estimé qu'il fallait laisser les choses se faire. C'est Vincent, mais j'imagine que Vincent a aussi un regard à poser sur le résultat final
quoique itinérant. Oui, alors en l'occurrence, sur la partie exposition, le design spot, ça a été un peu l'écrin. C'est-à-dire qu'il faut me donner les conditions pour que les choses se réalisent. Ça a été... on a eu le sentiment de mettre en place les conditions nécessaires pour que le partenariat entre science et design soit fructueux. Et ensuite, pour la partie scénographie, définition de l'exposition, on a eu le sentiment de remettre un peu les conditions qui permettaient de travailler correctement. Donc effectivement, le design spot a servi d'écrin en quelque sorte pour le stage de Marion. Et encore une fois, on a vu que les choses s'engageaient bien. Et il a fallu quand même parfois prendre quelques décisions, ce qui est normal. Il a fallu parfois solliciter de façon un peu véhémente les élèves designers pour qu'ils jouent le jeu aussi. Mais c'est normal, comme Marion l'a expliqué, ils ont déjà l'œil sur d'autres projets, sur d'autres futurs. Mais voilà. Enfin, ça c'est vraiment toute la partie écran. Moi, je reviendrai aussi sur la question de l'itinérance. En fait, ce qu'on observe, c'est que quand on crée une exposition, elle est souvent redemandée. En tout cas, dans notre environnement ici de l'Université Paris-Saclay, elle est souvent redemandée. On avait fait une exposition sur un thème qui n'avait rien à voir avec celui-là, sur un autre partenariat, et qui a été dans 7 lieux différents. Et c'était pas forcément prévu au départ. C'est simplement quand on a des visiteurs, ils viennent, mais est-ce que je peux aussi l'utiliser ? Donc là, on est sur le futur et on a anticipé cette possibilité en créant des contraintes qui permettaient cette itinérance. Cette itinérance, elle est déjà engagée maintenant. Ce qu'on ne savait pas forcément au début, elle est déjà engagée. Elle n'est certainement pas encore complètement déterminée. Je pense qu'il y a d'autres demandes qui vont arriver, mais elle fera de toute façon partie ce qui est acté, c'est qu'elle sera déjà à la bibliothèque d'Orsay, elle sera également au Lumen, le Learning Center de l'Université Paris-Saclay, quand il va ouvrir au public. Pour le public qui ne connaît pas encore le Lumen, et pour cause il n'est pas encore ouvert, c'est ce qu'on appelait encore le Learning Center de Paris-Saclay. Il se trouve à quoi, 200-300 mètres de l'ENS ? 100 mètres. 100 mètres, voilà. Oui, 100 mètres, oui, 100 mètres de l'ENS. Et il y a donc des discussions qui sont engagées avec d'autres partenaires pour accueillir cette exposition d'ores et déjà. Tant qu'elle c'est pas finalisé. Mais voilà, donc, et je pense que plus on la verra, plus elle sera demandée, et c'est ce qui s'était passé avec l'autre. Alors, rappelons d'ailleurs au passage que cette exposition s'inscrit dans je pense que je vais écorcher la formule et je vous laisse corriger, la French Design Week. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que ça peut laisser présager un intérêt du milieu des designers et au point d'envisager une itinérance bien au-delà du périmètre de Paris-Saclay, voire même à l'étranger? Alors, la France Design Week, c'est un événement national. Pour ceux qui sont pas tout à fait au fait, c'est une initiative qui est organisée par l'Agence pour la promotion de la création industrielle, la PCI. C'est une initiative nationale qui, comme le titre ne l'indique pas, dure durant le mois de septembre, donc c'est pas une semaine, c'est plutôt un mois, et qui a pour but de mettre en œuvre des actions de promotion du design par les professionnels du design. Voilà, donc c'est un événement qui a lieu tous les ans. Qui se traduit sous des formes tout à fait différentes, et quand on a vu le résultat qu'on a eu de cette exposition, enfin pas de cette exposition, de ce partenariat, on s'est dit d'abord, ça serait quand même génial de faire une expo, parce que il y a des choses vraiment intéressantes, et il y a des enseignements à en tirer, et il y a des enseignements à transmettre, d'une part, et après on s'est dit, mais c'est autant le faire rentrer dans le cadre de la France Design Week, parce que c'est aussi une façon de promouvoir le design, en l'occurrence dans un public qui est un peu mixte, c'est-à-dire à la fois grand public, mais aussi des publics scientifiques. Avant de clore sur l'enseignement que vous tirez chacun de cette expérience, quant à l'intérêt de faire de ce dialogue inattendu un dialogue attendu, qui aurait donc des prolongements, etc. Peut-être j'aimerais revenir vers Elena, parce que ce que nous a dit Marion sur l'implication des élèves designers
me chiffonne. Alors, on a tous été étudiants, on comprend combien on a très facilement d'autres priorités, mais est-ce que ça n'interroge pas sur justement le rapport des designers à la médiatisation ou médiation de leur travail? Est-ce que un enseignement de cette expérience ne serait pas de sensibiliser le plus en amont possible les élèves designers, sur le fait que leur travail pourra avoir un enjeu de médiation ou de muséographie. Merci Marion. Est-ce que cette réflexion à voix haute vous inspire? Oui, effectivement, des fois, nous, on le met même comme objet final. Ça nous est déjà arrivé de faire des expositions, etc. Donc, effectivement, c'est un attrait majeur, justement, parce que pouvoir communiquer son propre projet au-delà d'un atelier de projet, mais au grand public, évidemment, c'est un atout majeur. C'était déjà évoqué dès le départ, cette possibilité-là, donc ils étaient tout à fait au courant. Là, vraiment, on est plus dans des dynamiques d'intensité de travail, puisqu'effectivement, ils ont fini en janvier, ils sont passés à autre chose, et il faut aussi savoir que c'est une génération qui sort du Covid, et donc ils n'avaient pas eu l'occasion d'aller à l'étranger, donc il y en a la moitié qui sont partis à la découverte d'autres choses, parce qu'effectivement ils ont commencé à pouvoir se dire ok, c'est notre moment, donc on les a un peu perdus, mais parce qu'ils sont partout dans le monde, à faire des stages, des voyages, des moments de césure, retrouver de nouvelles dimensions. Donc effectivement, j'imagine la difficulté de récupérer vraiment un discours. Mais c'est plutôt ça. Mais c'est vrai aussi que des fois, ils ne se rendent pas compte que c'est vraiment un moment intéressant pour eux et qui fait aussi partie de leur carrière. Donc il faudrait le valoriser plus. Avant de vous laisser à chacun le soin de mettre en exergue un enseignement que vous tirez de cette expérience pour peut-être la pérenniser, un mot quand même sur des acteurs dont on n'a pas dit... dont on n'a pas parlé et qui me semble être parmi les plus intéressés par votre dialogue. Je veux parler des industriels, en tout cas de l'industrie textile. Un mot sur la réception de ce travail auprès de cette industrie, si tant est que le lien était amorcé, sans doute. Mais alors, il y a peut-être un point important, effectivement, à mentionner, c'est que la thèse de Clémence Iaconi est cofinancée par la région Île-de-France et par un industriel, plus exactement par une société qui s'intéresse beaucoup, qui travaille sur des questions d'analyse de données, notamment de données d'imagerie et notamment de textiles, pas des textiles archéologiques généralement, mais plus des textiles pour l'industrie, donc des textiles techniques. Et donc, ils nous ont accompagnés, cette société s'appelle Novitum, et ils nous ont accompagnés tout du long du processus, en étant tout à fait d'accord sur le fait, effectivement, que ce volet de travail sur les représentations, d'exposition s'intègre dans le projet doctoral, ce qui était en soi déjà un point important. Alors, je laisse peut-être à Clémence le soin de préciser que pourtant ce n'est pas une thèse en convention CIFRE, et c'est quelque part peut-être une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça témoigne du fait qu'il y a d'autres dispositifs de financement, mais est-ce que le dispositif en question ménage l'intégrité du chercheur que vous êtes? Un petit mot là-dessus. Alors, je m'estime très très chanceuse parce que Novitum est extrêmement impliqué dans la thèse et pour le coup, je suis très libre de la preuve de pouvoir faire ce genre de choses, donc j'ai beaucoup de chance. Rappelons, Elena, que le I de NC, c'est en référence. Création industrielle. Voilà, donc peut-être aussi votre retour. Oui, alors, création industrielle, même si on est sur un double tutelle, ministère de la Culture et ministère de l'Industrie, et donc les deux composantes sont toujours présentes. Personnellement, pendant ce temps-là, on a identifié vraiment des potentiels culturels, par exemple. On a voulu travailler, et ça c'est vraiment un volet qu'on pourra approfondir si c'est possible. Vraiment la partie en fait musée, parce que par exemple un des objets qui ont été analysés, qui nous avait été donné, un des objets sur lequel tu travailles, en fait, il est présent au Louvre, par exemple. Et lorsqu'on va au Louvre, on va voir cet objet est magnifique, mais voilà, il est dans sur une stèle, dans une petite alcôve, comme ça, avec son petit cartel, la date, la provenance, point, avec une charte du Louvre qui est magnifique, très minimaliste, etc. Dans ce milieu,
point. Mais en fait, on n'en sait rien de toute la connaissance qu'il y a autour. Donc en fait, il y a des manières en fait pour le monde de la culture de venir exposer les objets et la connaissance surtout d'une manière peut-être voilà nouvelle, innovante, au-delà du petit CD-ROM ou des écrans tactiles qu'on voit partout depuis 15 ans. Voilà, comment on fait? Et c'est la question. Une des questions. Peut-être sur ce point-là précisément, en fait, j'ai mon activité de chercheur et d'enseignant à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. De cycliste. Mais une autre part de mon activité, avec un certain nombre de collègues répartis en région Île-de-France, c'est de coordonner un réseau francilien qui s'appelle Domaine d'intérêt majeur patrimoine matériel, PAMIR. Et ce réseau, financé par la région Île-de-France, qui comprend plus de 1000 scientifiques et près d'une quarantaine d'entreprises, vise justement très exactement à ce qu'Elena disait, c'est-à-dire qu'avec la région, on a identifié les musées, mais également les restaurateurs du patrimoine, mais également un certain nombre de structures associatives, comme étant pleinement des acteurs socio-économiques, en prenant en compte le volet social derrière, au sens de l'interface et du travail fait avec les publics. Et donc il y a pour nous un enjeu majeur en fait autour de la question de l'identification de ce secteur qui est si important en France et en région Île-de-France, autour de la question des industries culturelles ou des établissements culturels, autour de la question du tourisme, autour de la question des territoires, autour de la question du patrimoine en tant que tel. Et donc ce projet pour nous ouvre aussi vraiment à ça, à de nouveaux modes de présentation, d'échange avec les publics et sur lequel on pense effectivement que c'est jusqu'ici, quand j'entendais des chercheurs qui avaient une double casquette, une autre casquette, c'est votre cas, je parlais d'hybride, mais finalement je parlerai désormais de textile réversible. Je vous imagine avec votre costume de chercheur et puis par la baguette magique vous présenter sous un autre jour. Plus sérieusement, quoique, terminons par un tour de table. Qu'est-ce qui vous donne envie de rendre ce dialogue non plus improbable? Vous avez apporté la démonstration qu'il l'a peut-être été, mais qu'il est nécessaire, il est extrêmement stimulant. Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour le poursuivre? Vincent et Loïc, Elena Loïc, Alors, au-delà des différents espaces où ces objets vont être présentés, enfin des résultats des travaux, je pense qu'il y a peut-être souligner un point qui est l'importance de ce type de format pour justement bouger les lignes en termes de recherche. On a vu que derrière ces questions, pour moi, c'est aussi la mise au point vraiment d'outils, d'instruments, certains sont très concrets, autour de nouveaux modes pour faire de la recherche. On en a parlé sur le projet de réalité virtuelle, mais aussi des enjeux d'enseignement, puisqu'en fait là, on est au cœur d'un projet de thèse, qui est la dernière étape académique où un étudiant est étudiant, ou une étudiante est étudiante. Et puis avec un ensemble d'étudiants de l'ENSI, avec en plus cet attrait pour nous de l'extrême diversité en fait des parcours des élèves, puisqu'on a eu donc des élèves qui étaient férus d'aspects numériques jusqu'à des typographes. On a des gens qui dessinent extrêmement bien, de manière très synthétique, et donc c'est vrai qu'on a vraiment un très fort enjeu du côté de l'enseignement à prendre en compte, et qui est un des potentiels aussi du développement. Comme je le disais, et peut-être ce sera mon dernier mot sur ce volet de potentiel, autour de ces projets franciliens, on a vraiment dans l'idée de généraliser cette démarche et d'essayer sur les budgets qui arrivent sur ce réseau, en fait, d'en faire des objets qui pourraient devenir non pas standards, mais vraiment des développements possibles à l'interface entre recherche, médiation et enseignement. J'observe que Marion et Clémence vous écoutez très attentivement, donc elles se projettent dans ce potentiel manifestement. Poursuivons avec Elena, et puis je laisserai le mot de la fin à la puissance invitante en la personne de Vincent Non, moi je pourrais dire que ce projet confirme encore justement
le potentiel de ce dialogue entre design et sciences, toutes les sciences. Donc après la physique, la philosophie, maintenant on a la paléoinspiration, les paléomatières, les sciences du patrimoine, donc ça marche, ça continue de marcher, ça permet aux élèves, aux designers d'essayer de créer de projets qui sortent un peu des standards, qui vont chercher aux frontières du design, des manières d'exprimer et de faire médiation. Donc ça c'est vraiment, ça confirme en fait que c'est un dialogue prolifique, il faut le faire continuer. D'ailleurs, vous avez cité tout à l'heure d'autres sciences comme la géologie, effectivement, qui est très intéressante, notamment parce que, par exemple, dans nos ateliers, on adresse pas mal les questions autour des enjeux liés aux crises, et en particulier de l'Anthropocène. La question de l'Anthropocène, donc le sol, les géologies, etc., pourrait venir vraiment être une nouvelle forme de médiation pour donner à voir ce que, humainement, on ne perçoit pas naturellement. Comment connaître quelque chose que la perception, en fait, ne peut pas atteindre. Donc, nous, on est ravis de continuer tous les projets de ce type-là. On vous attend à l'Institut des ateliers. Avant d'entendre Vincent, permettez-moi de saluer, de remercier l'équipe du Design Spot, Lorraine et Clément, qui nous ont permis d'organiser cette table ronde dans de très bonnes conditions. J'espère que vous ne me démentirez pas. Et merci à vous qui avez démontré par votre capacité d'écoute réciproque, de dialogue. J'ai même relevé votre tendance à terminer la phrase d'un autre interlocuteur, ce qui est toujours bon signe quant à la convivialité, la complicité qui a pu s'instaurer au fil de cette aventure. Vous avez eu un vrai dialogue et merci d'en avoir témoigné de manière aussi vivante. La parole, le mot de la fin à Vincent Créance qui nous invite ici au Design Spot. Le mot de la fin, c'est que nous avons, nous, ici au Design Spot, la conviction que le design est une discipline qui peut enrichir l'effort de recherche. Et une conviction, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut aussi en faire des démonstrations. Et un projet comme celui qu'on a mené là est pour moi une forme de démonstration. Il y a un regard design, il y a un échange qui s'est créé, et il y a un changement qui s'est opéré de regard sur les propres travaux d'investigation des chercheurs. Et ça, je pense que c'est vraiment l'objectif, on va dire, principal que l'on poursuit. La recherche, c'est une forme d'aventure. Et quand on rajoute une couche design, je dirais, avec ces disciplines, on démultiplie en quelque sorte l'aventure, avec aussi, d'une certaine façon, ces inconnus, sa part de risque, sa part de mystère. On ne sait pas très bien où on va arriver, et il faut se lancer. Et là où ça a été remarquable, c'est que justement on a eu des scientifiques, des chercheurs qui se sont vraiment lancés dans l'opération sans réserve, et ça c'est quelque chose qui a été extrêmement précieux. Après, comme tout projet de recherche, il y a une part de hasard, il y a une part de plaisir, il y a une part de bonnes conditions qui se mettent en œuvre, d'alignement de planète. Il n'y a pas une recette prédéterminée qui fait que de toute façon, en partant de zéro, on arrivera à un résultat X semaines plus tard. C'est toujours un peu sous un mode découverte, et je pense que dans le projet qui s'est mis ici en œuvre, il y a eu un côté un peu alchimique. Tout s'est bien organisé. Les chercheurs étaient présents, l'encadrement pédagogique a été compétent, les étudiants se sont pris au jeu, et c'est, je crois, ce qui a fait la qualité des résultats finaux. Mais c'est toujours sur un mode recherche, en fait, c'est toujours sur un mode un petit peu aventurier, ou aventureux, mais c'est aussi de là que vient le plaisir, tout bêtement, d'investiguer, travailler, chercher, trouver. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que je retiens. Le mot de la fin, c'est si certains des téléspectateurs se disent, mais on pourrait peut-être dupliquer dans mon domaine, bienvenue, bienvenue, venez nous voir, parlons-en, discutons, et on trouvera ensemble à ce moment-là quelles sont les bonnes manières de faire.
Merci Vincent, merci Elena, merci Loïc, merci Clémence, merci Marion, et merci à vous, et encore une fois à l'équipe du Design Spot. Merci à vous. Merci. Merci.